François Omril, bonjour. Bonjour Bertrand. Voilà, on se connaît bien avec François. J'en parlerai tout à l'heure. On a mené des grands combats communs, notamment sur les retraites. C'est là où on s'est un peu découvert avec l'ensemble des partenaires sociaux. François, tu es un ami, et je le dis à toutes les personnes qui vont nous suivre et nous écouter. On a un point commun. On a fait nos études dans la même ville, la ville de Nancy. Tout à fait. Toi, des études de... Moi, j'ai fait des études de géologie. Géologie. Moi, de droit et de sciences économiques. On ne s'est pas retrouvés dans les endroits où faisait la fête, et encore peut-être. On s'y est peut-être croisés. On s'est peut-être croisés, mais c'est possible. On s'est peut-être croisés. Alors, on est ici dans le cadre des rencontres utiles. Utile, c'est notre parti politique. On s'est rendu compte, évidemment, très très rapidement qu'un parti politique sans base doctrinale, ça ne pouvait pas fonctionner. C'est d'ailleurs le grand drame de beaucoup de nos formations politiques en France. Et par conséquent, on a décidé de lancer un certain nombre de rencontres avec des spécialistes sur toutes les thématiques, tous les champs de décision de la société. On avait, il y a un mois, le président du Principal, du seul syndicat des directeurs d'hôpitaux, sur la réforme nécessaire des hôpitaux, avec de l'autonomie, de la responsabilité, enfin vraiment l'ADN de notre mouvement politique. Le mois précédent, c'était sur la question de l'éducation nationale, avec le président du Principal, du seul syndicat des chefs d'établissement, principaux proviseurs de collège. Et aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir, François, sur toute la question, évidemment, sociale. Alors, la CFE, CGC, c'est près de 180 000 adhérents. On rêverait, nous, seulement d'avoir le 10e des adhérents de la CGC. C'est pour ça que quand parfois on dit les organisations syndicales, franchement, il faudrait qu'on balaye tous devant nos portes, parce que c'est quand même un sacré boulot en termes de recoupement de travail et d'initiative. On t'a invité pour que tu nous parles de plusieurs thématiques. Évidemment, la question des négociations sur les retraites, c'est un combat qu'on a mené. Où on en est aujourd'hui et quelles sont les perspectives. On t'interrogera ensuite sur la question du pouvoir d'achat des salariés, qui est quand même un des sujets majeurs. Comment améliorer le pouvoir d'achat des salariés? On essaiera également d'aborder les questions du paritarisme. Les grandes organisations syndicales, patronales en France ont peu de pouvoir. Quand ils l'ont, tu nous donneras ton regard, ça semble beaucoup mieux marcher que quand l'État s'en occupe lui-même, jusqu'où on peut aller. Puis après, peut-être, parce que tu es assez étonnant sur ce sujet, je te connais bien, ton regard sur le capitalisme et l'évolution. Bon, on a 3/4 d'heure, on pourra peut-être dépasser de quelques minutes le sujet. Donc, François, tu as la parole. Premier sujet. Aujourd'hui, vous sortez des négociations sur les retraites, des organisations syndicales sont sorties dès le départ du dispositif, vous y êtes resté jusqu'à la fin, il n'y a pas encore eu de conclusion d'accord. Qu'est-ce que vous souhaitiez, où on en est, et est-ce que finalement ça va donner quelque chose? Alors je vais répondre, merci pour cette première question qui met un peu... C'est un peu l'apéritif finalement de cet entretien. Je te remercie encore de cette invitation. Peut-être pour préciser, nous, on est une organisation syndicale, la CFE-CGC, qui a pour caractéristique de représenter les membres de l'encadrement, techniciens, agents de maîtrise, cadres, et l'ensemble des agents de la fonction publique. C'est comme ça qu'on existe depuis 1944. Hein. On a fêté notre 80e anniversaire l'année dernière. Et nous, on fait profession d'être totalement indépendants du monde politique, mais ça ne nous empêche pas, au contraire, moi je suis très motivé pour ça, d'avoir des interactions entre ceux qui agissent dans le pouvoir politique. C'est important et je te remercie de cette démarche. Je la trouve très positive, justement, d'ouvrir le champ de réflexion qui débouche après sur de la doctrine. Et là, pour le coup, je me sens parfaitement dans mon rôle à venir exposer ce qui nous agite, ce qui nous motive à la CFE-CGC, pour que, pourquoi pas, quiconque s'en inspire, y compris le mouvement que tu animes. Donc, moi, je vais répondre à la question du conclave. Peut-être je fais un retour en arrière. François Bayrou, Premier ministre, quand il met en place le conclave, c'est moi ce que j'appelle un objet politique. C'est-à-dire que, bon, chacun connaît, suivant l'angle sur lequel il le regarde, François Bayrou, animal politique s'il en est, qui finalement s'achète un peu une assurance longévité. Voilà,
Avant lui, Michel Barnier a duré 3 mois. Il se dit non, quand même, depuis le temps que j'attends, peut-être que je vais pouvoir durer un petit peu plus longtemps. Et donc, il met en place quelque chose que je trouve finalement assez intelligent. Je le trouve d'autant plus intelligent que nous, à la CFE-CGC, on réclame depuis des années ce format-là. J'explique en 2 mots. C'est un format dans lequel les partenaires sociaux, organisations patronales et salariés, finalement, sont assis autour d'une même table, discutent, négocient, mais avec un animateur extérieur, entre guillemets indépendant, qui va être chargé, in fine, de rédiger un texte d'équilibre. Ce qui change, et c'est fondamental, c'est que ce n'est pas le MEDEF qui tient la plume. Parce que dans la négo interpro, classiquement, c'est ça le sujet. Et c'est compliqué en ce moment, parce que comme le gouvernement ne met pas la pression sur les organisations patronales, pression nécessaire à obtenir un accord équilibré, finalement, et je me mets bien à leur place, les organisations patronales et le MEDEF en tête, finalement, ils ne négocient pas trop. Ils se disent, de toute façon, quoi qu'il arrive, moi, ma situation ne va pas se détériorer. Au contraire, elle va peut-être s'améliorer. Donc ça, c'est important de rappeler pourquoi, pour ce qui me concerne, moi, la CFE-CGC, on s'engage, pour le coup, très sincèrement dans les discussions du conclave, parce que ça nous paraît être une expérience intéressante, déjà sur la forme. Et puis sur le fond, qu'est-ce que j'ai toujours dit, qu'est-ce qu'on a toujours dit au nom de la CFE-CGC? Cette réforme, et au passage on l'a dit ensemble, puisqu'on s'est connus à cette occasion-là, cette réforme est une mauvaise réforme, le décalage à 64 ans, parce qu'en fait elle ne règle aucun problème, mais elle en crée de supplémentaires. Tu veux peut-être revenir sur ce sujet-là? Oui, en 2 mots. Elle ne règle aucun problème financier, entre guillemets. Effectivement, c'est une réforme qui rapporte beaucoup au début, mais qui coûte à des régimes sociaux périphériques. Typiquement, les gens... je reviens juste un peu en arrière. Nous, on professe la chose suivante. On n'a aucun gain économique à forcer à travailler des gens qui n'en ont plus ni l'envie ni la force. En fait, c'est ça. Il faut réfléchir au taux d'emploi des seniors et aux moyens par lesquels on va créer les conditions du maintien dans l'emploi, mais qui sera profitable à tout le monde, à eux, mais bien entendu à l'entreprise. On voit bien qu'il y a un phénomène français d'exclusion des gens en fin de carrière, dans une assez large mesure dans les grandes entreprises. Mais il y a ce phénomène, il y a cette mentalité qui, au fil des années, s'est installée. Finalement, on arrive à la borne 60 ans en se disant à qui le tour. Donc ça, c'est très très néfaste, c'est très nocif. Il faut arriver à inverser la tendance par rapport à ça. Et le patronat qui nous dit, de toute façon, le taux d'emploi à 62 ans est très mauvais, mais si on décale à 64 ans, mécaniquement, il va s'élever. Il n'a pas tort. Mais d'un autre côté, le taux d'emploi avant 64 ans, lui, il va s'effondrer. Et donc, on va être toujours face à la même problématique. C'est-à-dire, en fait, c'est les autres régimes périphériques, c'est-à-dire le chômage, la maladie, l'invalidité, etc., qui sont d'autres moyens de sortir de l'activité ou de sortir les gens de l'activité. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye. Donc, on voit bien que la solution de décaler à 64 ans, parce que ça, c'est la caractéristique aussi du système français, il faut le dire, il y a un âge légal. Quand on prend référence à d'autres régimes, Allemagne, pays du Nord, etc., il faut avoir en tête que l'âge qu'on nous donne, c'est un âge pivot. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de partir avant l'âge tel qu'il est déterminé dans le régime, mais bien sûr avec une certaine décote. Je ne rentre pas plus dans le détail, on pourrait faire pratiquement 2 heures là-dessus, mais de toute façon, nous, on était tous d'accord sur le fait que c'était une mauvaise réforme. Il y a quand même eu un intersyndical qui a parfaitement expliqué les choses, avec le concours d'experts tout autour, et par ailleurs, une très forte adhésion de l'ensemble de l'opinion. Parce que les Français ne sont pas si cons que ça, malgré ce que certains veulent en dire, ils sont capables de comprendre les enjeux. Donc cette réforme ne règle aucun problème, mais par ailleurs, elle en crée d'autres, et notamment elle crée des injustices particulièrement insupportables, notamment vis-à-vis des femmes mères de famille, qui se voient privées du coup de la possibilité de partir avant, grâce aux 8 trimestres qui leur sont octroyés par enfant. Donc ça, c'est une vieille disposition qui demeure, Dieu merci encore, ce qui est, on va dire, une disposition compensatrice, et par ailleurs, vis-à-vis des carrières longues, des questions de pénibilité, etc. Donc nous, on rentre en disant, on va discuter de tout en fait. On va discuter du taux d'emploi, on va discuter de la problématique de la productivité des emplois, du partage de la valeur. On va en venir tout à l'heure à cette question du partage de la valeur, parce qu'on ne peut pas aborder la question des retraites sans parler du partage de la valeur et dans la part du PIB de ce qui revient au salaire, puisque finalement la retraite, ce n'est rien que l'image décalée dans le temps de ce qu'a été le salaire. Et on pourra y revenir aussi. Donc nous, on se dit, on va à cette réunion, telle que François Bayrou, Premier ministre, l'avait décrite, et on va jouer sur le grand terrain. Et quasiment dès le premier jour, finalement,
François Bayrou réintervient sur le sujet en disant non, les 64 ans, on n'en discute pas. Et le patronat dit, il est hors de question d'en discuter. Donc on s'est dit, déjà, les dés sont un peu piqués. C'est d'ailleurs c'est très frappant. Moi, j'avais participé à la première rencontre entre François Bayrou et les partis politiques, où il avait dit j'ouvre tout, enfin, tout ça était énorme, on laisse négocier, puis il a à peine ouvert qu'on a l'impression qu'il referme. En fait, assez rapidement, on nous a fait comprendre, c'est un peu comme le stade de foot, dans une commune de 18 000 habitants comme Bar-le-Duc, par exemple. On vient sur le grand terrain, puis on dit non, le grand terrain, il ne faut pas l'abîmer parce qu'il y a un match dimanche. Alors on dit allez sur le terrain d'entraînement. Puis assez rapidement, on a fini la partie sur le baby-foot, en fait. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Mais pourtant, nous, on est restés jusqu'au bout. C'était mon mandat, rester jusqu'au bout. D'abord pour tester le format. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce format nous intéresse, ce n'est pas le MEDEF qui tient la plume. Donc pour le coup, on va voir ce qu'on peut en sortir. C'est Jean-Jacques Marette, qui par ailleurs est quand même un expert du sujet des retraites, ancien directeur général de la Jacques-Arco, etc. Donc c'est quelqu'un dont on ne peut pas contester sa capacité à animer les débats de façon intelligente, à objectiver les paramètres, etc. Et puis, par ailleurs, nous, on a assez vite compris que les questions, on va dire, les plus importantes de premier degré sur la question des retraites vont être évacuées du débat. Mais, comme je te l'ai rappelé tout à l'heure, cette réforme de décalage à 64 ans, elle a créé des problèmes nouveaux. Donc, notre option était de dire, au moins, ces problèmes nouveaux, on va essayer de les régler. À travers cette discussion. Voilà, on ne va pas être sur le grand terrain, mais on va essayer de régler les problèmes nouveaux. Donc, on voit bien que, principalement, c'est la question des femmes mères de famille et la question de la pénibilité, même s'il y a aussi d'autres sujets. Voilà, donc, c'est ces sujets qui étaient essentiellement abordés. Voilà, c'est les sujets sur lesquels on s'est dit, on va probablement obtenir un accord. Qu'est-ce qui se passe? Et j'en termine. À la fin, on a un accord sur la table. C'est Jean-Jacques Marette qui l'a rédigé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rempli son mandat, il a joué son rôle, il a écouté tout le monde, il a fait travailler les services, il a fait remonter des données. Et donc, comme c'était son mandat, il a proposé un texte. Et son texte est un texte d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne reprend pas toutes nos propositions, il en reprend certaines, il comprend les contraintes du patronat, il les intègre, etc. Enfin bref, il fait quelque chose que nous, on juge équilibré. Je ne dis pas qu'on l'accepte, ce texte-là, mais au moins, c'est un texte honnête par rapport à ce qu'a été la discussion et la négociation. Après, charge à moi de le présenter devant mes instances et de dire est-ce que vous l'acceptez ou pas. Et si moi, je considère qu'il est nécessaire d'y adhérer, je vais aller, c'est comme ça qu'on fait dans un accord, je vais aller face à mes instances, je vais les affronter, puis je vais leur dire, moi je pense qu'il faut l'adopter, pour tout un tas de raisons. Après, ils me suivent. Qu'est-ce qu'il y a comme grande avancée? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grande avancée à ce texte? Ce qu'on peut considérer, c'est qu'il y a quand même certaines avancées sur la question des problèmes qui ont été créés par la réforme. Il y a allez, je vais en citer trois. C'est le passage de 25 à 23 pour le calcul de la retraite de base, les années qui rentrent dans la référence. Il faut quand même rappeler qu'avant la réforme de 93, c'était les 10 meilleures années. On est passé de 10 à 25 meilleures années. Ça a pour effet de dévaluer la partie dans la retraite qu'on appelle la retraite de base, qui est la retraite sécu ou la retraite servie par la CNAM. Donc là, on a une petite amélioration dont les calculs nous montrent qu'effectivement, ça améliore la situation de certaines femmes mères de famille. Il y a des petites avancées sur la pénibilité, moi je considère assez faibles, parce qu'on n'a pas réussi à y intégrer la question des risques psychosociaux, qui touchent beaucoup les catégories que je représente, et qui sont, à mon avis, un problème sanitaire d'ordre général dans les années à venir. C'est déjà un problème. L'idée étant de dire, si on ouvre là un peu plus les critères de pénibilité, et on part plutôt en retraite, c'est ça? En fait, l'idée, c'est de faire reconnaître qu'il existe des conditions d'exposition qui vont générer la possibilité de partir de façon précoce en retraite. D'accord. Voilà, nous, on est beaucoup sur l'exposition. Le patronat ne veut pas céder, il dit « mais moi je veux pouvoir contrôler par une visite médicale que pour le coup l'exposition a créé un problème de santé ». Mais ça pour nous c'est inacceptable parce qu'on a entre les mains la question de l'amiante. Peut-être je prends une minute sur le sujet. Aujourd'hui le départ amiante c'est des départs de l'exposition. T'imagines si on demandait aux gens, passez une visite médicale, tout le temps que vous n'avez pas le cancer, vous ne partez pas. Non, c'est pas possible. Et par ailleurs, la Cour de cassation, elle a reconnu un préjudice qu'on appelle le préjudice d'anxiété, c'est-à-dire que quand tu as été exposé,
à des critères de pénibilité, eh bien en fait la maladie elle peut tomber à tout moment. Et donc c'est ça qui justifie qu'on puisse solliciter, on n'est pas obligé de le faire, mais un départ anticipé. On n'a pas ça c'est la deuxième avancée, il y a une troisième. Alors il y a le sujet de, là aussi qui est un sujet qui n'est pas inintéressant, sur les carrières longues et sur notamment les femmes, c'est qu'on des carrières hachées, c'est la possibilité d'accéder à ce qu'on appelle la retraite, l'âge de la retraite sans décote, qui est aujourd'hui à 67 ans et dont il nous proposait dans l'accord de passer à 66,5 ans, 6 mois de gagné. Bon, tout ça n'est pas colossal et par ailleurs, il faut le dire, parce que quand même c'est aussi un peu le côté gris de l'accord, c'est en très grande partie financé par un effort des retraités. Une fois de plus, une fois de plus, on demande aux retraités. Moi, je n'aime pas beaucoup cette petite musique, je la combats, qui vient nous dire « Oh, les retraités, aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir d'achat, rendez-vous compte, sont propriétaires de leur baraque, ils font des voyages à l'étranger. » Mais qu'est-ce que c'est de cette société dans laquelle on vient reprocher aux gens qui, au passage, je veux dire, c'est très disparate. Il y a des retraités qui aujourd'hui sont pauvres. Il y a des retraités qui ont des retraites très modestes. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut être comme les États-Unis, où pour gagner leur vie à 70 ans, pour pouvoir simplement s'acheter à manger, les retraités doivent mettre les vivres dans un sac à la sortie du supermarché. Maintenant, moi, je trouve que c'est apporté au crédit d'un pays comme la France, d'avoir finalement de respecter suffisamment les gens pour que, arrivant après leur carrière professionnelle, dans un moment où ils ont quand même un petit peu des aspirations, où ils sont une ressource pour leur environnement, d'avoir les moyens de vivre correctement. Et cette idée de dire, vous vous rendez compte, etc., le niveau de vie est super. Mais le problème, ce n'est pas le niveau de vie des retraités, le problème, c'est le niveau de vie des salariés. C'est le point 2 de l'entretien. On va y venir tout à l'heure. Alors, on a un peu l'impression qu'on baisse, on baisse. Alors donc, je résume. Bon, il y a une synthèse des discussions. Maintenant, le dossier est aux mains du Premier ministre et du Parlement. Alors, ce qui s'est passé, pour finir sur la séquence négo, c'est que le patronat, finalement, il a fait péter le truc. Il est arrivé le dernier jour avec une grenade et il l'a lancé au milieu du truc. Il a dit, mais moi, le texte d'équilibre, je ne le reconnais pas. J'ai ma proposition. Là, on a tous hurlé au coup de force, mais c'est pas sérieux. Ça fait 4 mois que vous êtes dans la pièce, vous apportez rien au débat, pas grand-chose. Visiblement, il n'y a pas de mandat, et tout d'un coup, vous dites le vieux réflexe revient. Et donc, François Bayrou, je pense, a été très maladroit. Il dit, il nous a proposé d'aller renégocier entre le texte d'équilibre et la proposition du MEDEF. Je dis, mais c'est hors de question. Il y a un texte, c'est le texte, rien que le texte. On ne peut pas comme ça changer les règles en cours de partie. Donc voilà pourquoi. Il a dit une autre chose qui est très fausse, je veux le redire. Il a dit au moins les négociateurs, ils reconnaissent que de toute façon, désormais, la limite à 64 ans, elle est acceptée par eux. C'est faux, c'est faux, on ne l'accepte toujours pas. Mais nous, on va quand même pas s'empêcher de négocier pour les 10 ans qui viennent si on ne revient pas aux 62 ans. Non. Donc, voilà, chacun fait selon sa Merci François, je pense qu'il y a eu un très bel éclairage. On comprend beaucoup mieux les tenants et les aboutissants. Donc, espérons que ces avancées relativement modestes, mais quand même avancées, puissent maintenant se matérialiser. François Bayrou a proposé un texte à la rentrée, je crois. Voilà, l'affaire est entre les mains désormais des parlementaires, ce qui est normal de toute façon, c'est notre démocratie. Ce qui fait la différence, pour le coup, entre le processus proposé, c'est qu'aujourd'hui, il y a un texte, mais il n'y a pas d'accord. Donc, du coup, les parlementaires, ça ouvre énormément le champ. S'il y avait eu un accord, c'était pas tout à fait la même. C'est-à-dire que François Bayrou aurait eu beau jeu de dire attendez, il y a un accord, on ne pouvait pas le défaire quand même. Ce qu'au passage, j'aurais peut-être soutenu comme méthode. Mais aujourd'hui, il y a un texte, mais il n'y a pas d'accord. Ok. Voilà. Merci beaucoup là, sur cette première séquence. Ça nous emmène aussitôt à la seconde. Bon, la CGC, CFE, CGC. Bien vu. CFE, CGC défend évidemment les cadres et les salariés. Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Les entreprises, beaucoup d'entreprises ont des beaux résultats. La question du pouvoir d'achat, du partage du pouvoir d'achat, les marges de discussion, quelles sont les pistes pour améliorer concrètement le pouvoir d'achat des salariés ? Il n'y a qu'une seule solution, c'est l'augmentation des salaires. Toutes les discussions périphériques sont des discussions un peu pipeaux quand même, il faut le dire. Principalement, pourquoi le salaire a perdu du pouvoir d'achat. Le premier ordre, c'est le logement. Et là, ça touche tout le monde.
Aujourd'hui, un couple d'instituteurs, de professeurs des écoles en région parisienne, ils sont à la limite d'être des travailleurs pauvres, aux normes de l'OIT. Oui. Attention, Oui. à cause du logement. Bon, indépendamment du fait, il faut le rajouter, que, puisque là je parle de la fonction publique, que le point d'indice ayant été bloqué depuis une trentaine d'années, pratiquement les 2/3 du temps, bah, évidemment, par rapport à l'inflation, ça s'est affaissé. Les populations intermédiaires de l'encadrement, techniciens, agents de maîtrise et cadres de début de carrière, typiquement, ont subi le même phénomène. C'est ce que j'appelle l'effet talon. Peut-être je prends une minute là encore sur le sujet, parce que moi je suis un vieux routier de la négociation dans les entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Voilà une inflation à 3%. Prenons cet exemple, 3%. Nous, on vient en négociation, on dit on négocie des augmentations générales à 3%. Sachant que, bien entendu, on décompose les AG, les augmentations individuelles, mais l'inflation, elle doit normalement, nous, c'est une base de revendication, elles doivent suivre l'inflation. Donc la direction, on dit, mais non, pas question, vous vous rendez compte, vous voulez tuer la boîte, l'inflation c'est 3%, on vous propose 0,8%. Donc très clairement, fondamentalement, tu perds 2,2% de pouvoir d'achat, immédiatement. Alors évidemment, ils ne veulent pas affronter la grève générale ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, voilà ce qu'on va faire. Nous, on va vous donner 0,8 qui va sortir à 1%. C'est un cas d'école que je te décris, qui va sortir à 1% pour tout le monde à la fin de la négo, parce qu'on va négocier un peu quelque chose. Mais rassurez-vous, tout va bien. On va faire ce qu'on appelle un talon. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, l'augmentation générale ne pourra pas être inférieure à telle valeur. Et donc, effectivement, la valeur telle qu'elle est calculée pour le SMIC, eh bien, elle va suivre l'inflation. Mais tout le monde est arnaqué dans cette affaire, puisque le SMIC, de toute façon, lui, suit l'inflation. Donc, l'augmentation générale ne fait que constater, pour le coup, avec l'effet talon, ce qui va être l'augmentation nécessaire des plus bas salaires. Et donc, ceux qui se font avoir, pour le coup, dans la hiérarchie des salaires, parce que nous, on défend le principe de hiérarchie des salaires, eh ben, ce sont les catégories intermédiaires. C'est peut-être moins sensible, encore que ça mériterait qu'on l'examine dans le détail, pour, on va dire, les échelles les plus supérieures de la grille des salaires, parce qu'eux sont sur une rémunération plus variable, d'une certaine manière. Je ne juge pas en disant si c'est bien ou si c'est mal, je constate. Et donc, on a un effet de creusement, en fait. Cet effet de creusement, il s'applique à qui? À des gens qui sont dans des secteurs très opérationnels. Et là, je veux dire quelque chose qui est assez fondamental pour nous, c'est que le progrès, ce n'est rien d'autre que l'addition des volontés individuelles de progresser. Tu tues cette volonté individuelle de progresser, dont la seule sanction positive est l'évolution du salaire. Il n'y a personne dans une entreprise qui s'engage en disant je vais prendre plus de responsabilités, je vais travailler un peu plus, etc. Enfin, je vais acquérir des compétences supplémentaires, mais surtout ne me payez pas plus. Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est cette volonté, les 30 glorieuses dont tout le monde se gargarise. C'est quoi? Ce sont des gens qui rentrent dans l'entreprise, souvent, sans diplôme, parce que la vie était comme ça à l'époque, et qui se disent, mais moi je ne vais pas m'arrêter là. Au contraire, je vais faire de la formation, je vais m'engager. Il faut savoir qu'au début des années 2000, dans la branche de la métallurgie, une enquête, pour le coup, très pointue de l'Observatoire, mesure le fait que 60% des cadres de la branche métallurgie sont rentrés dans leur entreprise, soit au niveau ouvrier, soit au niveau technicien, agent de maîtrise. En fait, ils ont changé de statut pendant la carrière. Mais au moment où tu changes de statut, t'emmènes avec toi, si tu veux, dans ta progression individuelle, tu fais progresser aussi l'entreprise. Si ça n'est pas reconnu de façon très probante par l'évolution du salaire, tu perds ta motivation. Et c'est quand même un peu la moindre des choses. Mais tu comprends, on vit depuis presque 30 ans dans cette relation avec nos employeurs qui finalement nous disent, notamment dans les grandes entreprises, de toute façon, s'agissant notamment des cadres, de toute façon vous êtes motivés par nature, tout va bien, tout va bien se passer. Non, on est en train de vivre un phénomène dans lequel on voit bien que le truc se ralentit, parce que ça suffit d'être remercié par une tape dans le dos en disant que vous avez bien travaillé. Tu comprends? Les horaires qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcer comment forçons les... il faut que le travail soit reconnu à sa juste valeur. Moi, j'entends ce discours politique, la valeur travail, gnan, gnan, gnan. Et si on parlait de la valeur du travail, si on rajoutait ce DU au milieu, et qu'au lieu de considérer un salarié comme un coût, comme un chiffre dans un tableur Excel dont on fait la somme à la fin en disant si on vire 20 personnes, on économise tant. Si à côté on faisait la colonne de la valeur de ce que les gens ils apportent à leur entreprise. Alors pourquoi on ne réussit pas à généraliser des discussions autour du partage de la valeur ajoutée des entreprises? Alors il y en a.
Enfin, il y en a, mais ça se termine aujourd'hui, toujours de la même façon. Aujourd'hui, les dés sont pipés. Oui, moi, tu sais, aujourd'hui, dans le débat, et je fais ce reproche aussi au monde politique qui se fait laver la tête et qui est pas au niveau sur le sujet. Il se fait laver la tête sur le coût du travail, le coût du travail, le coût du travail. Vous vous rendez compte, il ne faut pas alourdir le coût du travail, etc. Mais moi, je viens de l'entreprise. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie. Et tout ça, c'est du bullshit total. C'est important, effectivement, de maîtriser les coûts de production, mais c'est le travail du quotidien de tous les gens qui sont en responsabilité dans l'entreprise. Mais ça ne fait pas la compétitivité. C'est faux, en fait. Et d'ailleurs, je vais le démontrer, tout simplement. Si le coût du travail, donc en fait le salaire, était l'élément déterminant de la compétitivité d'une entreprise et au-delà d'un pays, eh bien, la Suisse serait le pays le plus pauvre du monde. Oui. Et le Bangladesh le plus riche. Donc ça n'a pas de sens. Si tu fais la courbe, relation, salaire moyen, position dans le concert des nations de la compétitivité économique, la place, eh bien c'est totalement relié. Donc les gens qui viennent vers nous, je suis désolé, mais ça a quand même été le mantra d'Emmanuel Macron, mais avant lui de François Hollande aussi. Voilà, le CICE, etc., tous ces dispositifs qui contribuent à baisser finalement à financer la déqualification au lieu de tirer l'économie vers le haut. C'est un discours quasi nihiliste. Alors l'État a quand même des moyens de pression. Moi, je suis quand même très très frappé de considérer que les aides aux entreprises représentent des sommes colossales en France. Bon, elles sont indifférenciées des efforts des entreprises. C'est-à-dire qu'on aide de la même façon par des réductions d'impôts, par des réductions de charges, par des aides à l'investissement, toute entreprise, qu'elle soit vertueuse dans le cadre de leurs discussions avec des salariés, en disant nous, voilà, on a tant de bénéfices, on les partage de la même façon, ou qu'elle fasse n'importe quoi, en disant nous, de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à partir ailleurs, quoi. Il y a quand même, on devrait avoir des moyens pour contraindre ce partage des résultats dans les entreprises. Et je trouve que ce n'est pas le cas. Moi, je suis 100% d'accord. Quand je dis les décideurs politiques, depuis une quinzaine d'années, se sont fait laver la tête, c'est un problème aujourd'hui. La démarche d'intervention de l'État vis-à-vis des secteurs économiques est totalement idéologique. C'est ce qu'on appelle la politique de l'offre. Or, c'est un échec total. On est quand même passé d'un peu moins de 50 millions d'euros il y a 15 ans, mais 50 milliards, pardon, d'interventions politiques publiques sur les 3 axes. Incitation sociale, exonération en fait, de cotisation, socio-fiscale et fiscale. Socio-fiscale, fiscale et aide directe. Aujourd'hui, on a plus de 220 milliards. 208 milliards d'aides aux entreprises. Sur les 3 rubriques. Oui, sur 3 rubriques. Alors évidemment, moi je dis il ne faut pas tout jeter par la fenêtre, au contraire. Moi je suis favorable à ce que l'État intervienne par tous les moyens qui sont à sa disposition vis-à-vis des secteurs économiques. J'y suis favorable. Je suis favorable à ce que l'État intervienne, mais de façon lourde et massive pour redéployer l'industrie. On est favorable à tout ça. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. J'ai un exemple en tête, parce qu'aujourd'hui, nous, c'est comme ça qu'on le vit. Moi, j'ai découvert à 20 ans que l'économie planifiée en URSS avait réussi à assécher la mer d'Aral. Pourquoi ? Eh bien, en détournant le cours des 2 fleuves qui l'alimentent, la Mourdaria et la Syrdaria, pour arroser des champs de coton, faire de la concurrence au coton américain, avec une efficacité d'irrigation de 1%. Oui, bien sûr, parce que tout ça apporte. 1% de ce qui est détourné va au pied du cotonnier. Des fois, j'ai un peu l'impression que l'intervention de l'État, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on arrose avec une lampe à incendie, une lance à incendie. C'est un bel exemple. On arrose une petite fleur au milieu d'un bac à sable. Et ça, c'est pas normal, en fait. Donc, moi, ce que je dis, pour la CFE-CGC, on garde les sommes, pas de problème. Mais l'efficacité économique, elle est minable aujourd'hui. Quand tu regardes, je veux dire, alors il y a la période Covid, mais on n'a pas baissé depuis le Covid. On n'a pas baissé. L'apprentissage, quelle est l'efficacité économique du dispositif ? On dit on veut 1 million d'apprentis, comme les Allemands. Ok, faisons-le. Ça coûte 23 milliards aujourd'hui, année pleine. Quelle est l'efficacité économique ? À quel endroit on peut dire, grâce à cette politique, on a récupéré ? Alors que pour le coup, si on veut se comparer aux Allemands, je prends cet exemple-là, eh bien nous, on a 2,2 points de PIB en recherche. Eux, ils sont à 3,2. La Corée du Sud à 4,5. On voit quand même le différentiel.
là où il faudrait investir sur des dispositifs qui tirent l'économie vers le haut, ben en fait, finalement, on est toujours vers le moins-disant. Et ça ne produit pas l'efficacité économique attendue. Je pense quand même que dans un pays comme la France, on a les moyens de soutenir des emplois de qualité, hein, de soutenir de façon efficace l'effort de recherche publique, le transfert de technologies, d'aider les entreprises de l'industrie qui aujourd'hui sont en difficulté parce que les marchés sont très déprimés, eh bien, de travailler sur... Alors l'énergie, pour le coup, l'énergie a des coûts compétitifs, on est en train petit à petit d'y arriver. On verra ce que ça va donner. Alors, on est peut-être en train de sortir de l'idéologie, on verra bien. Mais si vous voulez, si tu veux, il y a trop d'à-coups, il n'y a pas de politique qui vient nous démontrer que l'efficacité économique est en regard du coût investi par l'État. Mais ça renforce tout ce qu'on pense depuis toujours à l'IOT est utile. Charles de Courson a été, à de nombreuses reprises, sur ces mêmes longueurs d'onde. C'est-à-dire qu'on a une politique tellement centralisée qu'on en oublie le bon sens le plus élémentaire. L'Allemagne, toutes les politiques économiques sont complètement décentralisées. Les Landes ont un poids important. On renforce le capitalisme de proximité et on fait attention pas mélanger avec le capitalisme anglo-saxon. Il y a un gâchis phénoménal dans nos moyens d'intervention sur le plan économique, comme on l'a sur le plan de la santé. On en parlait il y a un mois à travers l'émission précédente, ou dans le domaine de l'éducation nationale, quoi. On est un des pays où on dépense le plus, où les services publics sont les plus moyens, et un des pays les plus endettés, où ça marche le moins bien, quoi. Donc, chercher l'erreur, quoi. Chercher l'erreur, oui, c'est un petit peu le mot. Tout à l'heure, tu citais, à l'occasion d'un interview précédent, la situation de l'hôpital. Là, on a un problème, quoi. Comment il est possible d'avoir pu, à ce point, constater sans rien faire la dégradation des conditions de travail des soignants, des conditions visibles et supportées, ressenties par les personnes qui vont à l'hôpital public, alors même qu'on nous dit mais on dépense toujours plus. Évidemment, mais il y a quand même un problème. Alors pour moi, j'ai un responsable désigné, hein, je le dis, quitte à me faire des ennemis, ce sont les ARS. C'est pas les personnes qui sont dedans, moi, que je vise, c'est le principe même. C'est que il n'y a pas de délégation de confiance. Il faut responsabiliser les gens. Ben merde, il y a une hiérarchie à l'hôpital. Aujourd'hui, rien ne va à l'hôpital. Tu ne peux pas négocier les conditions de travail parce que le directeur est impuissant, tout est imposé. Tu ne peux pas négocier des répartitions, des aménagements de la grille salariale, etc. Le directeur d'hôpital ne peut pas embaucher qui il veut, il faut l'autorisation, etc. On a le sujet dans l'éducation nationale. Hein, tu sais, mais c'est bien pareil. Le proviseur de lycée, les nominations des enseignants, les ressources humaines, les rémunérations, rien, quoi. Et tout ça, c'est les consultants. Tout ça, c'est les consultants. Enfin, il faut le dire, quand même, il faut le dénoncer. Moi, j'ai connu ça dans le privé. Moi, je suis un vieux militant, je vais sur 64 ans. Je les ai vus arriver, les consultants, dans mon usine, à la fin des années 80, ouvrir leur attaché-caisse et dire, mais vous occupez pas, on va régler tous les problèmes. Voilà, hein, les mêmes qui ne savaient pas faire la différence entre 2000 degrés de température absolue. Enfin, voilà, je suis désolé, c'est des esprits brillants, mais tellement formatés pour, de toute façon, mettre en coupe réglée tous les coûts, c'est qu'après, oui, on a réduit les coûts, mais plus rien ne marche. Donc, non, mais là, je suis très, très en colère. Le fait, pour moi, ça a été un très, très mauvais signal quand Emmanuel Macron, quand il est élu, il ouvre la porte grande aux consultants qui arrivent. Alors maintenant, il paraît que c'est un petit peu réduit, mais ils ont fait un mal énorme. C'est d'ailleurs la suite de nos échanges sur ton regard un peu sur le capitalisme. Bien, oui. Qui est un peu lié, peut-être. Mais tu vois, l'exemple l'exemple de l'hôpital est très bon. Quelle est la valeur ajoutée de l'ARS dans le dispositif ? Quelle est la valeur ajoutée ? C'est quoi les dépenses de santé ? C'est 220 milliards de cotisations de ressources, avec des dépenses qui vont en face, bien sûr. Que l'État intervienne en termes de contrôle, en termes de cohérence, et puis aussi de la garantie donnée par l'État. Il ne peut pas en être autrement que toutes les dispositions d'ordre public sont mises en œuvre, qu'il y a une politique public de l'État, mais ça c'est important. C'est pas quelqu'un qui a fait une carrière politique aussi brillante que la tienne que je vais dire, non, il faut pas. Non, au contraire, c'est ça la politique, c'est s'engager sur des politiques publiques, des priorités, etc. Mais après tout ça, ça se décline, ça se régule. Et pour le coup, les partenaires sociaux, c'était ton troisième point, là où ils sont les meilleurs finalement, c'est pour être des opérateurs de la mise en œuvre des politiques. Pourquoi les partenaires sociaux ont moins de pouvoir chez nous ?
qu'ailleurs. Et ce que tu peux et pourquoi ça marcherait mieux si on confiait un peu plus des responsabilités aux partenaires sociaux? Les partenaires sociaux, c'est le réel. Voilà. Ouais. De plus en plus, les décideurs politiques, en tout cas ces derniers gouvernements, ils vivent dans le virtuel. Et non. Ils vivent dans le virtuel de leur idéologie, de leur Ouais. pit fiche. Ouais. Voilà. Ils vivent dans le virtuel du logiciel qui tourne à Bercy, le logiciel Mésange. Donc plus personne ne sait qui a écrit les équations, et c'est l'algorithme d'Apple. Ouais, Plus c'est personne ça. ne sait ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça. Mais tu veux faire... Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a 800 niches fiscales. Pourquoi? Ouais. Parce que les gens, ils disent « Ah ben voilà, tac, on fait ça, ah, on gagne 50 millions, etc. Ouais, ça. » Mais tout ça est totalement factice, en Ouais, fait. ouais, ouais. Ça n'existe pas, ça n'est pas réel. C'est pas réel. Hein, Ouais. les consultants, pourquoi on les embauche? Pour te couper de réel. Le réel, c'est quoi? C'est l'impact réel des politiques publiques sur la vie des gens. Or, qui de mieux que les syndicats, pour le coup des salariés, mais même à la limite pour les responsables d'entreprises, de petites entreprises. Moi, je ne mets pas dans le même panier les responsables des petites entreprises, qui souvent sont des gens qui gagnent SMIC plus epsilon, Oui, quand évidemment. ils gagnent de l'argent. En prenant beaucoup de risques sans finalement trop gagner Ça, c'est la d'argent. vérité. Ouais, c'est et qui sont confrontés à une conjoncture économique finalement extrêmement fluctuante, qui ont des procédures administratives extrêmement oppressantes aussi, alors que dans les très grandes entreprises, finalement, ce sont des salariés, des fondés de pouvoir qui ne prennent aucun risque et qui, pour tout te dire, moi je suis un peu vachard en disant ça, mais les mêmes qui ont des fortes responsabilités dans ces grandes boîtes, tu leur confierais une pizzeria à gérer, au bout de 3 jours, ils te la mettraient en faillite. Donc, moi, je juge différemment. Je sais qu'on va dire, oui, alors ça y est, c'est Omri, il exagère. Non, je suis désolé. Moi, je ne peux pas faire autrement que de te dire que c'est quand même bizarre que les organisations patronales, finalement, soient ce groupe de personnes qui représentent en même temps les sardines et le requin. Parce qu'on parlait tout à l'heure du partage de la valeur. Moi, je crois que le problème numéro 1 aujourd'hui du partage de la valeur, c'est dans la chaîne de valeur. Oui. Entre le donneur d'ordre de rang 1 et puis tout ce qui descend en cascade jusqu'au dernier dans la sous-traitance. Soi-disant, le CICE devait redonner de l'oxygène. Il en a donné un peu, mais c'est comme un accordéon. On a fait rentrer l'oxygène, et puis après, on a fait de la musique. Et puis là, c'est fini, si tu veux. Fini. Donc là, on a une problématique aussi de l'efficacité de la doctrine mise en œuvre. On revient toujours sur la même chose. Et les partenaires sociaux, c'est ça leur valeur ajoutée. C'est qu'eux, ils sont dans le qualitatif. Il y en a marre des pourcentages. La moyenne, c'est personne. Voilà, ça vient beaucoup quand même un peu de l'Europe. Voilà, la moyenne, tout le monde aligné sur la moyenne. Oui, mais ils sont un peu au-dessus, ils sont un peu en dessous. Mais la moyenne, c'est personne. En fait, il faut regarder la vie des gens au quotidien. Si tu veux, ça me fait penser, moi, la façon dont on est gouverné, je vais te donner deux punchlines pour le coup. Moi, j'aime bien faire ça. On est gouverné par des gens qui pensent que parce que le chasse-neige ne sert que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié. La moyenne. T'imagines les problèmes. Mais ce que je dis est très sérieux. C'est vrai. Et par ailleurs, en termes de communication, voilà une personne qui est partie faire les courses, et la pluie, elle tombe drue, etc. Elle se réfugie dans une cabine téléphonique, appelle son conjoint, elle dit viens me chercher, il pleut. Et le conjoint il regarde son téléphone portable, il dit non, il pleut pas, sur mon téléphone portable c'est marqué qu'il pleut pas. Voilà, si tu veux les deux caractéristiques et les deux mantras des personnes qui nous gouvernent et pour qui tout arbitrage finit à Bercy. Et Bercy fonctionne comme ça. Voilà, ça sert que 6 mois par an, il faut en supprimer la moitié, la moyenne toujours. Et tu dis qu'il pleut, ils disent non, moi sur mon téléphone, il pleut pas. Voilà, elles sont un peu bêtes ces images-là. Mais moi je peux te dire, parce que je commence à avoir beaucoup d'expérience, on est toujours confronté à ça. Et voilà pourquoi c'est important de remettre les partenaires sociaux. Voilà pourquoi aussi Emmanuel Macron les a mis à distance. Parce qu'Emmanuel Macron, il ne veut pas être confronté au réel. Voilà. Parce qu'effectivement, on n'a quand même pas beaucoup de partis politiques qui considèrent que tout ça, c'est prioritaire, fondamental. C'est-à-dire redonner du pouvoir aux acteurs locaux, redécentraliser, redonner de l'autonomie, faire en sorte que ceux qui sont au plus près du terrain aient les outils pour le faire, et redonner du pouvoir à tous les corps intermédiaires face à cet État tentaculaire qui fait tout et n'importe quoi. En fait...
Pourtant, c'est la solution. Moi, j'observe Pourtant, c'est la solution. J'observe un truc qui va te parler, mais que je trouve très paradoxal. Emmanuel Macron, il dit, moi, la négo interpro, ça ne m'intéresse pas, les partenaires sociaux, ça ne m'intéresse pas, je vous renvoie dans vos usines, dans vos guichets, etc. Vous ne servez qu'à ça, finalement. Négocier le surplus de la prime ou les conditions de travail, démerdez-vous, en fait. Mais vous êtes bon à rien d'autre que ça. C'est ça le message qu'il envoie. Ouais, ça. En fait, c'est ça qu'il dit. Et d'un autre côté, politiquement, il fait l'inverse. La loi NOTRe, qu'est-ce que c'est? Tu dépossèdes la commune de sa capacité à intervenir. Tu l'envoies à la communauté de communes. Tu fais remonter toujours plus les choses. Moi, j'ai été élu municipal. J'habite en Savoie, une petite commune de 2000 habitants. Nous, on ne le vit pas bien. Le fait que désormais, on soit même plus capable d'ouvrir le bassin, c'est la canicule, là. C'est pas nous qui avons la clé pour ouvrir le bassin, pour le remplir, pour que les enfants puissent jouer dedans, pour que la personne qui passe en cheval puisse faire boire son cheval, pour que la petite mamie elle vienne mettre son arrosoir pour arroser ses 3 tomates. Eh bien, ils sont tous à sec, les bassins, alors que l'eau, elle coule dans le torrent. C'est quoi? C'est ça la vie aujourd'hui, en fait? C'est ça la vie? Une petite commune de 2000 habitants qui n'a même plus la capacité d'alimenter ses bassins, qui sont un lieu de rassemblement de la vie, parce que quelqu'un à la communauté de communes a décidé qu'il ne fallait pas le faire, parce que peut-être le préfet va prendre un arrêté, etc. Mais c'est une vie qui est Donc redonnons le pouvoir à ceux qui doivent l'exercer, notamment les corps intermédiaires. La dernière question, puisque notre émission la prend bientôt fin, c'est peut-être une conclusion ou une ouverture. Quel est ton regard là sur le capitalisme? On en a besoin. Mais bon, il faut le contrôler. Moi, je suis dans le département de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré, qui était pourtant l'équivalent d'un libéral à l'époque. Il y a la crise de 1929. Il est au pouvoir et quand il parle des banquiers, il dit qu'il faudrait tous les foutre en liberté surveillée. Quoi. Est-ce que c'est un peu pareil? Moi, je ne dis pas ça à des banquiers parce que c'est très injuste. Cette phrase est très injuste. Mais sur le contrôle, elle est très mal vécue. Sur le contrôle, elle est très mal vécue par les gens qui travaillent dans la banque, parce que la banque c'est aussi des salariés. Mais je ne parle pas des banquiers, mais je parlais de la régulation de l'entreprise. Est-ce qu'il faut entre les entreprises du CAC 40 ou quand les rendements permanents de 10-12% par an complètement déconnectés, où on achète, on revend en permanence, salarié plus rien, et le capitalisme rénan, allemand qu'on connaît, ou les petits chefs d'entreprise chez nous. Deux exemples. La chute de la maison Boeing. Boeing aujourd'hui est une société qui pourrait disparaître. Boeing quand même. Oui. Il y a 3 constructeurs d'avions de ligne dans le monde. Boeing, Airbus et la compagnie chinoise dont le nom m'échappe, qui fabrique des avions qui ressemblent beaucoup aux Airbus d'ailleurs. À qui, comme grandes entreprises chinoises, on a tout donné. Mais qui fabriquent des avions de qualité, mais qui pour le moment n'ont pas le droit de se poser dans les aéroports américains. Le jour, ils ne l'auront probablement jamais, parce que c'est un peu le dernier espoir pour Boeing de se maintenir, parce qu'il n'y a pas besoin de 3 constructeurs, il y en a un qui fait défaut. Boeing, techniquement, a perdu la partie, ils ont 10 ans de retard. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, c'est un journaliste dans Les Échos qui, l'année dernière, a fait un excellent article qui s'appelle « La chute de la maison Boeing ». Et il explique que la direction générale de Boeing a trop cédé aux actionnaires, qui était trop rapace sur les profits et la maximisation de leurs profits. Résultat, ils ont fait trop de réduction des coûts, ils ont trop simplifié des procédures, ils ont été moins exigeants sur les questions de la sécurité. Le résultat, il est là, un avion, puis 2, puis 3, avec un drame humain derrière, et puis les gens qui n'ont plus confiance. Moi, quand je prends l'avion, et je suis sûr que toi, tu fais pareil, je regarde maintenant si c'est un Airbus ou un Boeing. Les compagnies qui achètent les avions, elles le savent. Donc, elles vont plutôt acheter un Airbus qu'un Boeing. Donc, on en est là aujourd'hui. Ça, c'est un exemple extraordinaire, parce qu'il est partagé par tout le monde. Le fait que la maximisation du profit, elle ne se fait pas sans conséquence sur la sécurisation et la longévité, la capacité de l'entreprise à résister en fait aux assauts du marché, de la concurrence et à travailler sur sa compétitivité. Un deuxième exemple, il y a 3 ans, oui, peut-être même 3 ans et demi, Nestlé fait une publication
pas aux actionnaires, mais au milieu financier, en disant on a fait 12% de profit l'année dernière, on va afficher 14%. Derrière, les actionnaires de Danone, qui est un peu le compétiteur, mettent la pression sur Emmanuel Faber, qui lui-même avait une démarche plutôt positive. Je me rappelle bien. L'entreprise Bicorp aux États-Unis, etc. Avec vraiment un engagement dans une forme de responsabilité sur la qualité, la durabilité de l'entreprise et tout ça. Moi, je connais bien Emmanuel Faber, on s'est rencontrés souvent. Franchement, c'est quelqu'un qui est très, très impressionnant dans la qualité de sa démarche. Les actionnaires, ils ont la tête d'Emmanuel Faber, ils le débarquent. Oui. Ils le débarquent. Pourquoi ? Parce que si Nestlé... Parce qu'en fait, là encore, on nous dit oui, la compétition internationale. Mais je suis désolé, la vraie compétition internationale, c'est la compétition des actionnaires entre eux pour aller presser le citron au maximum des entreprises dans lesquelles ils ont mis des billes. Et donc, tout ça, ça fragilise les entreprises. Qu'est-ce qui se passe chez Nestlé ? Aujourd'hui, je les cite. Il y a quand même des procédures en cours, il y a un scandale, il y en a d'autres. Il y a une lanceuse d'alerte qui est une ancienne de l'OMS, qui avait été recrutée pour travailler sur la qualité des produits, qui est elle-même, alors qu'elle était directrice de très haut niveau, et la lanceuse d'alerte, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, mais c'est la direction générale, sous la pression des actionnaires, qui m'a imposé, moi, alors que j'ai une forte responsabilité, de ne pas publier mes données, etc. Donc ça commence à se voir quand même, que la gouvernance des entreprises est trop aux mains des actionnaires. Parfois, ce ne sont pas les majoritaires, parfois ce sont les minoritaires, les activistes, dont le seul tropisme, le seul objectif, c'est de maximiser le profit. Et moi, je dis aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le sujet, il ne faut pas rejeter le capitalisme en tant que tel. Bien sûr que non, mais simplement, il faut trouver le moyen que cet objectif qui est devenu l'objectif qui mange tous les autres, finalement. Et il n'y aura pas de durabilité des entreprises, il n'y aura pas de possibilité de travailler fondamentalement sur le changement climatique, sur la biodiversité, sur l'impact du fonctionnement des entreprises sur leur environnement, si on n'intègre pas dans la gouvernance des entreprises le moyen de mettre sous contrôle l'activité des représentants des actionnaires vis-à-vis de la gouvernance de l'entreprise. Ça, c'est un très beau débat qui est ouvert. Oui, nous, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer la question de la gouvernance des entreprises. Et il y a le moyen de le des faire. Représentants des salariés, la question des administrateurs, tout ça, c'est un sujet. Ça passe par effectivement un meilleur rééquilibrage des administrateurs et surtout des moyens par lesquels ils vont représenter pour le coup vraiment les intérêts de l'entreprise. Un actionnaire, il représente ses intérêts à lui. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un contrat à l'intérieur de l'entreprise dans lequel chacun qui y contribue, chaque partie constituante de l'entreprise, et le capital en est une. Simplement, j'observe un truc, c'est qu'aujourd'hui, le capital, c'est une ressource ultra abondante. Beaucoup plus abondante que l'énergie, beaucoup plus abondante que les compétences. Et pourquoi ce serait lui qui dicterait toujours sa loi ? Je suis désolé. Il y a d'autres ressources rares. Normalement, dans un principe de marché, plus la ressource est rare, plus elle doit avoir de valeur dans l'entreprise et plus avoir d'impact sur les moyens par lesquels la gouvernance exerce son pouvoir pour pouvoir s'orienter vers plus de valeur dans l'entreprise. Donc on a un vrai problème de structure. Tout ce que je dis là est un travail qui est corroboré, qui s'appuie beaucoup sur des laboratoires de recherche, notamment à l'École des Mines, à Paris, mais d'autres partout dans le monde, qui sont sur ces sujets-là, qui sont des sujets économiques pour le coup. Et donc, il est temps que le pouvoir politique arrête, là encore, c'est pas la première fois que je le cite dans notre entretien, d'être toujours comme ça, l'oreille collée à la bouche du patronat, du MEDEF, des 120 plus grandes entreprises françaises, etc., qui toujours, d'une certaine façon, un peu quand même les relais de ceux qui, dans ce secteur économique, finalement, donnent des ordres à tout le monde, guident à toute politique. Il faut que le pouvoir politique s'émancipe du pouvoir économique. C'est peut-être ça que disait, son nom m'échappe, quand tu citais une personne politique ancienne là, sur la banque. Raymond Poincaré. Voilà, Raymond. C'est peut-être ça que voulait dire Raymond Poincaré. Moi, je veux bien le reformuler de cette manière. Il faut que le pouvoir politique s'émancipe du pouvoir économique. Voilà. Et bien, écoute, François, merci beaucoup. On a passé un très bon moment. Il fait un peu chaud. Hein. On est trempé. Hein. On a enregistré en pleine canicule ici à Paris. Intellectuellement,
C'était très très foisonnant, on a passé un très très bon moment. Je suis certain que toutes celles et ceux qui vont nous retrouver sur notre chaîne YouTube vont vraiment profiter de toutes ces réflexions, revenir vers nous. C'était un grand plaisir de t'avoir à nos côtés. Bon courage, continue à t'engager, on a vraiment besoin de toi, François. Merci beaucoup Bertrand, c'était super. À bientôt.